Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur un nouveau débrief. Le débrief pour la rencontre de l'AS Monaco face au Stade Rennais. C'était la 10e journée de Ligue 1 au Stade Louis II. Et Monaco qui s'est imposé en toute fin de match, 3-2. Une victoire qui fait du bien. Boris est là, Rome est là. Bonsoir messieurs. Bonsoir Damien. Au bout du bout, cette victoire. Bonsoir tout le monde. Ouais. Voilà, et un départ, un début d'émission un petit peu punchy que Boris a vite calmé. Merci Boris. Donc, en tout cas, cette victoire, elle fait du bien. Après le faux pas, enfin en tout cas la rencontre très compliquée à laquelle tu avais assisté, Rome, face à Montpellier. Et d'ailleurs, on n'avait pas pu débriefer cette émission, donc on s'en excuse. Puisque certains avaient attendu cette émission, malheureusement des petits soucis techniques et ensuite de planning font qu'on n'a pas pu débriefer cette rencontre. Toutes nos excuses en tout cas pour ce match face à Rennes. On est là, on est de retour. Et Boris, on va attaquer avec tes 3 points. Ouais. En préalable, 3e débrief consécutif et 3e victoire consécutive pour moi. Donc, ça, je tiens à le signaler. Voilà, exactement. Idem. La même. Idem. Et... C'était Patrice avant, c'est ça. Ouais, voilà. Premier point, j'ai trouvé que c'était quand même, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de buts, c'était quand même un sacré match de merde, j'ai trouvé. Ça ressemblait plus à un match de l'été. Je sais pas, même la pelouse, j'ai l'impression, était un peu lente, ça avançait pas, les deux équipes mettaient pas trop d'intensité. Rennes était assez nul, les buts sont ce qu'on prend en tout cas, sont un peu cata. Donc je me suis pas mal fait chier quand même devant ce match. Deuxième point sur les latéraux qui ont été vraiment inexistants et je trouve que c'est hyper pénalisant. Je parle vraiment offensivement. Parce que on s'est retrouvé en fait quasiment tout le match avec 3 joueurs uniquement pour essayer de faire des différences et puis les autres qui étaient juste là en relais et c'est assez pénalisant. Et un dernier point qui sera pour la qualité de finition de Wissam Ben Yedder parce qu'il y a encore 2 buts de plus, mais ceux-là ils sont vraiment parmi les plus propres et les plus beaux qu'il a mis, en tout cas dans la beauté de l'exécution, la difficulté du but. Donc voilà, c'est vraiment à souligner. On a un beau duo, mais ce soir on a surtout eu un attaquant de très grande qualité qui est Wissam Ben Yedder. Ouais. On va revenir du coup sur ces points-là un petit peu plus tard, en tout cas lorsqu'on évoquera un petit peu ces différents aspects de la rencontre et des performances individuelles. Rome, tu as également 3 points, enfin tu as 2 points qui concernent vraiment Monaco et un autre qui n'a pas grand-chose à voir, mais vas-y quand même. Ouais, alors mon premier point qui concerne Monaco, c'est un point habituel, c'est qu'on a une équipe un peu coupée en deux. Pas forcément dans le jeu, mais en tout cas dans la qualité. Voilà, une attaque toujours aussi séduisante avec un duo qui marche toujours aussi bien. Ils sont décisifs. Tu peux même rajouter la rentrée de Baldé qui apporte quand même la passe décisive après avoir marqué un but justement refusé. Mais une défense toujours à la rue. Les 5. Bon là particulièrement c'était Glick sur le premier but et Diaz sur le second, mais à Montpellier, ça avait plutôt été Badiachil. Donc, le seul qui s'en sort assez étonnamment dernièrement, c'est plutôt Jemerson. C'est assez étonnant parce qu'il ne faut pas oublier non plus tout ce qu'il a pu faire de mal. Mon deuxième point, c'était l'absence de Golovin parce qu'on a quand même globalement dominé. On était souvent dans leurs 30 derniers mètres. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de joueurs pour réellement créer un décalage, créer une situation. Peut-être également l'absence de Gelson sur le côté a pu manquer aussi, et donc petit manque de création, et Adrien Silva ne sait pas faire ça, et Fabregas le fait, mais d'une manière un peu différente quand même. Et enfin, mon dernier point, comme tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec le match.
Mais c'est toute ma frustration que j'ai depuis ce matin. Hein. Et c'est cet abruti de Vamaina, voilà, ce carton rouge qui coûte une demi-finale de Coupe du Monde au bleu, alors qu'en plus, et c'est ça le pire, c'est que je l'aime pas. Pour moi, il n'a pas le niveau international, mais il faisait un bon match, il faut le reconnaître. Jusque-là, il faisait un très bon match. Et il a complètement pété un câble, il a complètement craqué. Et il a tué ses coéquipiers avec lui. Donc voilà, c'est fort dommageable. Oh la claque. Oh la grosse claque. Et je pense qu'on aurait pris de toute façon une branlée contre les Sudaf qui de toute façon je pense vont être champions du monde. Mais on méritait d'aller en demi-finale et c'est terrible. Voilà. Et donc quant à moi, mes 3 points avec déjà une première interrogation. Cette victoire peut-elle enfin lancer Monaco qui remonte d'ailleurs au classement, qui fait un petit bond au classement, donc profitant aussi des déconvenus par exemple d'un club comme l'Olympique Lyonnais qui n'avance pas. Je croyais qu'ils allaient être devant nous, c'était sûr, ils étaient trop forts, ils allaient être deuxième. Oui, mais on va repositionner tout ça un petit peu dans le contexte après. Mais bon, Lyon quand même, voilà, ils ont fait peut-être une erreur de casting justement avec ce coach. C'est coach, oui. Et puis quand on en parlait, on était aussi au niveau du recrutement, on était quand même loin d'avoir finalisé nous notre effectif. Voilà, il y avait encore beaucoup de choses qui n'allaient pas de soi. Tout s'est fait très tardivement quand on commençait déjà à en parler, c'est-à-dire au mois de juillet, fin juillet, début août. Hein, on était assez loin à ce niveau-là. Donc et puis même si quand même on a eu des beaux recrutements du type Ben Yedder par exemple ou Slimani aujourd'hui, voilà. Derrière, comme tu l'as parlé, en plus, il y a encore cette équipe coupée en deux, donc cet effectif qui quand même semble beaucoup moins équilibré, mais avec beaucoup de qualité néanmoins, en tout cas devant. Donc du coup, cette victoire pour enfin se lancer, parce que par rapport au contexte, on a vu un Monaco qui a vraiment dominé son sujet aujourd'hui, même si voilà, il y a encore 2 buts encaissés un peu bêtement, mais une victoire en plus acquise dans le temps additionnel. Surtout après même encore, j'ai envie de dire, une décision défavorable après le but refusé, mais donc voilà, Monaco est quand même allé la chercher, donc peut-être que mentalement un petit déclic. La deuxième chose, c'est Fabregas dans un fauteuil, parce qu'il a quand même beaucoup apporté au milieu de terrain. Il a pas mal éclairé le jeu, je trouve, quand même. Il a régulé, et puis il a aussi il a quand même fait quelques ouvertures très bien senties même. Et impliqué aussi pareil sur 2 buts. Et enfin le troisième point un peu plus polémique, les anti-Jardim ont-ils le seum, parce qu'on voit beaucoup fleurir quand même beaucoup de Jardim out, bien sûr, ça c'est pas nouveau, mais beaucoup de gens même à venir à souhaiter une victoire de l'ASM, eh bien profitent-ils vraiment de la victoire ce soir de leur club favori, ou sont-ils trop dégoûtés pour ça de voir du coup cette victoire un petit peu conforter Jardim, ou en tout cas lui donner un petit matelas. Voilà mes 3 points. Du coup, on pourra en parler un petit peu plus tard. On va évoquer maintenant, messieurs, la composition d'équipe. Alors, il y avait évidemment des absences dans le groupe. Hein. On va pas faire tout le groupe, bien sûr. C'est pas le genre de la maison. Mais on avait 3 absences très notables, Rome, notamment celui de la merguez à 30 millions. La merguez russe. Ah oui. Parce que c'est des merguez à 30 millions, il y en a quelques-unes. Je sais pas si. Je me demandais si tu parlais de Gelson ou de lui. Oui, il manquait. Enfin, sur l'équipe, on va dire qu'on avait l'habitude de voir hors de la défense centrale, parce qu'elle tourne un peu plus, mais il manquait 3 titulaires de Jardim. Bon, Ballo-Touré, c'était pas bien grave, même si au final, il aurait certainement fait au moins aussi bien que Diaz. Mais oui, par contre, il manquait Martins et Golovin, qui sont quand même deux éléments clés. Golovin, qui est certainement le meilleur joueur depuis le début de saison, derrière le duo d'attaque. Et Gelson, qui, repositionné à ce poste de piston droit, n'est pas dans sa position de prédilection, mais a quand même cette faculté à faire des vraies différences ballon-pied, à faire des vraies différences techniques. Et pour le coup, Aguilar, lui... je sais pas s'il en est pas capable, mais en tout cas, il ne l'a pas du tout fait aujourd'hui. Donc oui, c'était 2 absences de poids, et on a quand même réussi à s'en sortir. Donc c'est très important. Et au final, Golovin était remplacé par Adrien Silva. Ouais. On avait donc au milieu, dans le groupe quand même, Boris de retour, Daniel Subasic, qui profitait. Pourquoi c'est moi que tu lances là-dessus?
Tu Mais, me donnes vraiment les poubelles à Est-ce faire. est-ce que oui, comme beaucoup, est-ce que tu as eu peur que Subasic soit titulaire? Non, quand même pas. Je pense que voilà, on a recruté un gardien comme Lecomte, qui est quand même un gardien très référencé de Ligue 1. On l'a certainement pas fait pour aller le mettre remplaçant. Donc voilà, enfin Jardim, même moi je fais partie des anti-Jardim depuis un petit moment, mais je pense quand même qu'il est pas bête à ce point-là. Il n'y a pas de raison d'aller changer, même si Lecomte n'est pas extraordinaire depuis le début de saison. Enfin, il souffle un peu le chaud et le froid, ça dépend des matchs. C'est pas lui le premier à aller changer de l'équipe pour les mettre sous Basic. Donc voilà, c'est toujours gênant de le voir revenir dans le groupe, de voir qu'il est toujours au club. On aimerait bien s'en débarrasser, mais j'ai pas eu cette crainte-là non plus. Juste espérer que Lecomte se blesse pas, quoi. Parce que Benaglio, ça a l'air un peu sérieux. Donc du coup, on était reparti sur ce schéma, en 3-5-2 ou 5-3-2, enfin plutôt 5-3-2 au vu des profils de joueurs. Encore que avec Gil Dias, c'est pas vraiment non plus un défenseur, donc ce serait plutôt 4 défenseurs et plus. Pas vraiment un joueur de foot. Ouais. Mais en tout cas, du coup, puisque tu te plaignais de faire les poubelles, Boris, en défense centrale justement, on retrouvait ton compatriote Glick associé à Gemerson et Badiachil. Ouais, c'est du coup Maripane qui semble quand même faire un peu les frais. Alors pareil, hein, il n'est pas exceptionnel depuis le début de saison, ni plus ni moins que les trois autres. En fait, ils alternent toujours un petit peu, chacun leur tour. Badiachil était mauvais à Montpellier. Ce soir, on le verra, ça va être plutôt Glick. La hiérarchie entre les quatre, elle n'est pas très claire. C'est pas forcément Maripane que je sortirais personnellement, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas là qu'il faut crier au scandale non plus. Mais... Rome, justement, tu parles de hiérarchie pas très claire. Moi, j'aurais envie de dire, peut-être Rome, tu seras d'accord. La hiérarchie, elle est plutôt claire. Elle est claire, Glick, ce que je voulais dire, Glick numéro 1. Elle est claire pour Jardim, mais elle n'est pas forcément claire dans les en termes de performance. Si on essaie de la faire même objectivement. Oui, très clairement. Glick semble le plus indéboulonnable. Malgré tout, il l'avait sorti aussi il y a quelques matchs, voilà, face à Nice. Maripane semble un petit peu derrière. Maintenant, oui, comme c'est dit, hein, il n'y a pas de hiérarchie claire, mais aussi parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à réellement être au-dessus du lot et avoir des performances sur la durée, en tout cas, meilleures que les autres. Encore une fois, Jemerson peut-être. Là, ça fait quand même 3-4 rencontres qu'il est plutôt bien. Donc, s'il arrive à confirmer, pour moi, pour le coup, actuellement, il mérite pas de sortir. Mais on sait très bien qu'aussi, au prochain match, il est capable de faire une énorme connerie, voire de prendre un carton rouge et de nous coûter une victoire comme face à Nîmes, c'est ça? Non? Ouais. Oui. Voilà. Et mine de rien, Badiachil, il enchaîne aussi. En fait, je suis en train de regarder, mais il a joué les 5 derniers matchs depuis le match à Reims. Titulaire à chaque fois, donc c'est le seul dans ce cas-là. Pourtant, il fait pas jouer les jeunes, je comprends plus rien. Il fait pas jouer les bons. Sur les côtés, on avait Aguilar à droite et donc Gil Dias qui remplaçait Fado à gauche. Fodé Ballo-Touré. Au milieu de terrain, on avait Bakayoko et Adrien Silva, donc vous l'avez rappelé, avec Fabregas un petit peu plus haut et en soutien des deux attaquants qui étaient donc Slimani et Wissam Ben Yedder, donc cette doublette qui marche du feu de Dieu en ce moment. Alors, d'ailleurs, cette doublette, en plus, cette triplette, on va mettre Fabregas dedans, elle a très très vite marché, très très fort, Boris, au début de rencontre. Ouais, c'est ce que je disais un petit peu en intro, c'est quasiment les 3 seuls joueurs sur lesquels on a pu s'appuyer ce soir. Pour le coup, la qualité de ces joueurs-là fait que ça peut suffire à au moins se procurer des occasions et des belles. Et effectivement, c'est les 3 joueurs qui vont être impliqués notamment sur le premier but, puisque c'est une espèce de 1-2 entre Slimani et Fabregas, et Slimani qui centre au second poteau pour Ben Yedder qui conclut, et on les a trouvés effectivement 3 joueurs plutôt bien en jambes dans le début de match. Juste avant ça, il y a une première situation pour Ben Yedder. J'arrive pas à me souvenir si c'est Fabregas qui le lance, mais voilà, en tout cas 3 joueurs qui tout de suite font mouche, et notamment la relation Ben Yedder-Slimani qui se confirme. Ouais, un très beau but. Donc, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est la capacité de Slimani à combiner dans des petits espaces.
surtout ce qui est presque un peu antinomique au vu de son gabarit en fait, parce que c'est un joueur assez physique. Qu'on n'imagine pas être capable d'un petit peu de se faufiler comme ça, mais pourtant il arrive à faire preuve dans la surface ou comme ça d'assez de vivacité et de précision, de qualité technique pour être efficace. Et son centre, enfin sa vision du jeu sur le centre pour voir Ben Yedder qui est encore un peu loin, mais pour lui mettre un ballon vraiment qu'il puisse être capable dans l'élan de le reprendre à la tombée, bah c'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Et la précision. Ouais, c'est très beau à voir, mais après, c'est tout. On a toujours l'impression que tout est à l'arrache, que tout est frustre, parce qu'il a quand même un style assez particulier, mais dû, comme tu l'as dit, à son gabarit imposant. Au final, il arrive à s'amener le ballon, il arrive à faire ce centre magnifique, mais quand même tout est très compliqué, tout est très à l'arrache. Mais comme c'est pas la première fois qu'il fait ça, il y a plus de. C'est pas de la chance, quoi. C'est juste que c'est son style, c'est comme ça. Alors je sais pas, ça doit aussi un peu déstabiliser les défenseurs adverses. Mais t'as l'impression qu'en fait, et sur son but, c'est un peu le cas aussi. Le crochet, t'as l'impression qu'il va limite se péter de la gueule. Mais au final, c'est techniquement pas parfait. C'est pas très beau, mais c'est très efficace. C'est plus esthétique le problème. Ouais, mais... Oui, voilà, c'est plus un problème pur. Ça n'a pas l'air maîtrisé, mais. Je suis d'accord que quand ça se répète aussi souvent, c'est que ça doit l'être au final. On peut pas avoir des coups de cul comme ça à chaque fois, c'est pas des comptes favorables ou quoi. Bah oui, comme son but là. Une espèce de dissociation entre l'allure qu'il a et la maîtrise qu'il a vraiment. Quoi. Le but qu'il avait marqué en tendant la jambe et qu'elle lui a été restée collée au pied, bon, lui-même avait avoué que c'était pas forcément voulu de faire un contrôle. Mais il est souvent un peu comme ça et. Bah, encore une fois, passe décisive, but, meilleur passeur du championnat, il doit être, je sais pas, top 6-7 buteurs. Il est assez extraordinaire, assez surprenant d'ailleurs, parce que clairement on s'y attendait pas, et pour le coup, on peut remercier Jardim, parce que c'est clairement lui qui est allé le chercher. Celle-là, c'est pas ma préférée de ces passes décisives, dans le sens où... il met quand même pas le caviar de l'année à Ben Yedder et je pense qu'il l'aurait mis au-dessus celle-là, mais bon, il a le mérite au moins d'aller chercher la passe supplémentaire, d'aller chercher au second poteau un joueur démarqué, et puis c'est ce que je disais en intro, la finition de Ben Yedder là-dessus elle est vraiment sublime, parce que le but, même s'il est tout seul, il est quand même sacrément excentré. L'angle est pas grand. Ouais, donc là il y a quand même très belle finition. Et j'en connais des attaquants pour pas les nommer. Bah, le truc c'est ça, c'est que l'angle est pas grand, mais on a tellement été habitués depuis la saison du titre. Alors, il y avait Falcao qui s'en sortait un peu, mais sinon à avoir que des pieds carrés devant, c'est sûr que oui, Moussa Sylla n'aurait pas marqué. Oui, bon, ça c'est évident. Mais après voilà, là on a la chance de nouveau d'avoir un bon attaquant. L'année du titre, Mbappé ou Falcao, ils les mettaient tous aussi ces buts-là, donc ça fait du bien d'enfin avoir des mecs à droit, quoi. Ouais. Et pour répondre à ce que tu disais, du coup, Rome, Slimani, il est 6e au classement des buteurs, donc avec 5 buts. Voilà. Et Wissam, il est à 8. Exactement, 8 buts et donc leader. Parce que je l'avais annoncé meilleur buteur, ça commence à être dur. Là. Il prend 3 buts de retard. 8 buts en 8 matchs. Wissam. Et 6 passes pour Slimani, ce qui est énorme. Ce qui est un bon petit ratio. Moi j'ai 5 et 7 pour Slimani, 5 buts et 7 passes. Ah, c'est carrément 7 même, tu vois, je m'étais arrêté à 6, donc oui, voilà. En double-double. Ouais. Donc en tout cas Monaco qui démarre très fort le match, mais qui va, une fois n'est pas coutume, être rejoint à la 12e minute. Et là Rome, c'est encore ce qu'on dit, cette équipe coupée en deux qui est capable de briller offensivement, mais qui défensivement va faire des grosses bêtises, ou qui enchaîne, enfin qui contraste vraiment avec les offensifs en faisant le pire, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment qu'il y a des énormes moments d'absence, parce que comme on l'a dit, globalement le match on le domine, on le maîtrise. On est rarement mis en difficulté, mais avant de revenir sur le but, il y a déjà une première grosse occasion pour Rennes sur une passe improbable d'Adrien Silva, que Aoulou n'aurait pas renié, très certainement, ou Yuri Tielemans, qui était plus spécialisé dans ce genre de belles relances. Et Glick, en deuxième mi-temps. Oui, Glick complètement à la rue et qui se fait prendre par le crochet, et bon, le compte fait l'arrêt. Par contre, ouais, quelques minutes plus tard, il y a ce déboulé assez improbable
Mawassa, c'est pas non. Oui, c'est ça. Mawassa. Mawassa. Et avec au début un Aguilar qui manque un peu d'agressivité, qui le laisse partir. Fabregas, pareil, qui vient pour faire la deuxième lame, le prendre en ciseaux, mais au final qui reste derrière lui. Glick qui est déposé de manière assez, même plus surprenante parce qu'on commence à être habitué, mais de manière assez honteuse. Et du coup, le compte qui est complètement surpris et qui esquisse même pas le moindre mouvement. Après, la frappe est belle, hein, elle est croisée, ras du poteau, au ras du sol. C'est de toute façon très très compliqué pour le gardien, mais c'est un enchaînement de petites erreurs et une grosse de Glick. Et ça fait but, quoi. Et ça fait chier. Ouais. Gros manque d'agressivité, mais comment dire, c'est pas une découverte cette saison, quoi. Après ça, Boris, on a quand même, pour rejoindre un petit peu ton premier point, à savoir un match de merde. Justement, après cette égalisation, on va pas voir grand chose en finale jusqu'à la mi-temps en fait. Ouais, en fait, on a vraiment un scénario où on tient beaucoup le ballon. On doit être, je sais pas, dans les 60% de possession de balle, mais où on est incapable de se procurer une occasion vraiment, vraiment sérieuse. En fait, on a juste un Rennes qui est regroupé, qui a aussi une défense à 5, qui est pas particulièrement agressif sur le porteur au milieu du terrain, qui nous laisse faire circuler le ballon, et qui est plus agressif, on va dire, dans la surface, et où il y a beaucoup de monde, et du coup, on a du mal à s'approcher, mais en fait, on a 3 joueurs, et on a personne à côté qui essaye de faire un peu le fameux dépassement de fonction, qui était cher à Roger Lemaire. Que ce soit les latéraux, que ce soit les milieux comme Adrien Silva ou Bakayoko, il y a personne qui vient pour ajouter du surnom, faire une différence. Et du coup, c'est un peu plan-plan. On garde le ballon, on n'est pas trop mis en danger, voire pas du tout après ce but. Mais on a aussi du mal à vraiment concrétiser cette domination des occasions. Voilà, il n'y a pas un grand rythme. On n'arrive pas à changer de rythme. Ouais. C'est vrai, voilà, surtout c'est plutôt ce manque de rythme. Alors après, il y a deux choses. Enfin, je sais pas si vous serez d'accord. La première, c'est que je trouvais que par rapport à d'autres matchs, on arrivait à être un petit peu plus intéressant dans nos combinaisons dans les 30 derniers mètres. On arrivait à être un peu plus, à jouer un peu plus au ballon, on va dire. Dans cette zone-là, ce qu'on avait du mal à faire avant. En tout cas, avec Jardim, c'est vrai que c'est pas forcément une zone dans laquelle on avait l'habitude de se mettre en évidence, de briller réellement. Mais là, je trouvais un peu plus que d'habitude parfois, même si ça n'avait pas forcément abouti. Mais la deuxième chose, c'est qu'on avait quand même aussi parfois un peu trop ce stéréotype de jeu d'écarté, de centré, etc. Et là, Rome, ça rejoint aussi un des points que tu avais souligné. C'était l'absence de Golovin en fait qui peut-être pouvait apporter plus de liant ou qui pouvait justement être un peu plus ce facteur pour le changer de rythme comme disait Boris. Ouais, un vrai problème dans la dernière passe. Voilà, on arrivait à se mettre en situation, on arrivait aussi à récupérer vite les ballons. Globalement, quand même, on doit avoir une ligne de récupération assez haute sur le terrain, donc on les mettait constamment sous pression. On faisait tourner beaucoup le ballon devant leur surface avec Bakayoko. Moi, je trouve qu'on prend pas assez de notre chance de loin. Il y a eu en fait, j'ai que eu la frappe de Bakayoko en tête, du gauche en plus, qui passe sur au-dessus. La première mi-temps. Ouais, sur la première. J'ai le souvenir de 2 frappes, une contrée aussi de Fabregas. Ouais. Bon, qui est pas si loin en tête que ça. Ouais. Après, à l'entrée de la surface. Et après, en deuxième, il y a celle de Badiachil. Mais du coup, voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, qui était pur, mais qui était trop pur presque. Mais oui, du coup, voilà, c'est ce gros problème de dernière passe. Et c'est con parce que comme l'a bien souligné Boris, Ben Yedder et même Slimani, dans une moindre mesure, mais ont quand même des qualités de finition assez exceptionnelles. Et du coup, le problème, c'est que ils ont peu de ballons à se mettre sous la dent, quoi. Et que le peu qu'ils ont, ils en font des merveilles. Mais tu te dis que ne serait-ce qu'avec 3-4 situations de plus, ils vont pas mettre les 3-4 dedans, mais ça, avec des joueurs d'une telle qualité, ça peut apporter facilement 1 ou 2 buts de plus. Et du coup, un match tout de suite plus facile, parce que ce match, c'est pas normal de le gagner 3-2 à la dernière minute. Ce match, tu dois le gagner 4-1 et jamais avoir peur. Ouais, justement, tu parles du 4-1. La deuxième mi-temps, je le trouve 4-1 ou plus 3-1, enfin ce que tu veux, quoi. Non, mais justement, ça permet de lancer sur la deuxième période et Monaco cueillit à froid assez vite en cette seconde période, puisque Adrien Hunou va donner l'avantage au Stade Rennais, Boris.
Ouais, bah encore un beau but de merde. C'est quoi? C'est un coup franc, je me rappelle même plus, mais c'est un coup franc, je crois. Ouais. Avec, qui vient côté gauche. Ouais, et avec Gilles Dias dans ses œuvres qui nous fait une relance. Enfin, je sais pas s'il est, c'est plutôt un dégagement raté, un cafouillage de Gilles Dias entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Voilà, il s'est emmêlé les pinceaux, c'est pas la première fois du match. Et qui prend un peu du coup à contre-temps comment il s'appelle, le compte qui du coup arrive trop tard pour intervenir sur Hunou qui marque en plus un peu du dos, enfin qui marque un but assez moche. Et voilà, là on se dit on est reparti dans les travers. Aussi le premier but était il est vraiment catastrophique et on est mené voilà d'entrée de seconde mi-temps et là j'avoue que j'ai perdu tout optimisme. Ouais, il y a vraiment cette passe décisive de Gilles Dias qui, on va dire, qui presque, qui vient confirmer, ou en tout cas son mauvais match, sa première période, puisqu'il est vraiment inexistant, en difficulté, dans ses transmissions, il est pas sûr du tout, les contrôles, c'est pas terrible, donc on se demande un peu ce qu'il fait sur le terrain, mais après ça, étonnamment, il va un petit peu se réveiller avec 2 contre Rome, dont un qui va, sans vraiment le faire exprès, mais qui va sonner un petit peu la charge et le retour de l'ASM. Non, très, très clairement, il a été mieux derrière, mais parce qu'il a aussi plus joué. C'est le syndrome Lilian Thuram. Il a joué un peu plus dans son registre, il est moins resté derrière, il a plus fait un rôle d'ailier et plus offensif. Et oui, il a fait deux belles remontées de balles, dont un où il obtient en bout de course un coup franc. Donc très clairement, ça lui a fait peut-être du bien de faire cette grosse erreur. Mais bon, si on a besoin qu'il nous coûte un but pour qu'il aille mieux derrière. Enfin, c'est pas viable, quoi. Donc, de toute façon, il ne doit pas être titulaire à Monaco et même Ballo-Touré, moi, je le préfère. Ouais. Donc c'est Gilles Dias qui sonne la charge, on va dire, avec deux contres et le deuxième. Alors, il finit mal dans le sens où il tente de lancer, je crois, c'est Ben Yedder qui est tout à l'opposé, mais sa passe n'est jamais arrivée à destination. Mais derrière, c'est Damien Da Silva qui récupère le ballon et qui va nous faire une Adrien Silva. Voilà, c'est une histoire de Silva, tout ça, c'est pas son centre complètement raté. C'est pas Jérémy Morel. On a semblé que c'était Jérémy Morel. Ah, Morel. Ah, peut-être. Non, pour moi, c'est Morel qui récupère, mais je crois que la passe, c'est bien Silva. Ah. Bon, en tout cas, cette passe, Fabregas la sent bien. Il récupère le ballon au centre et derrière, Rome, il lance Slimani. Il la sent bien, après, il lui donne. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus à faire un effort de lecture. Ouais, forcément un petit peu, mais Golovin avait fait un peu ça en donnant derrière à Ben Yedder de mémoire. Ouais, c'est ça, c'était contre Nice. Exactement. Donc ça ressemble un peu. Après, ouais, en plus, vu que c'est du coup, a priori, Silva qui fait cette passe, du coup, il y a un énorme espace dans l'axe, il n'y a plus personne. Il n'y a plus qu'à la donner à Slimani ou Ben Yedder, parce que les deux étaient quasiment au même endroit. Il fait le choix de la mettre à Slimani qui crochette magnifiquement Salin et qui va marquer dans le but vide. Est-ce qu'il aurait pu donner le ballon à Ben Yedder? Je pense pas, parce que ils étaient un peu trop collés les deux et vraiment bien dans l'axe. Donc il fait le geste qu'il faut, il le réussit. Et encore une fois, techniquement, ça semble un peu frustre, mais au final, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il garde bien le ballon dans les pieds. Le contrôle est pas trop long. Tout est parfait en fait. Donc bravo. Ouais, donc Et puis voilà, après ce but, Monaco revient un peu aux affaires. Hein. On est quand même assez présent avec plusieurs opportunités, plusieurs occasions. On peut dire qu'il prend la marée, Salin. Pardon. Ouais, c'était obligé que t'allais la faire. Ouais, obligé. Voilà. Il prend la marée Traoré. Et donc du coup, voilà. on a. C'était pas ta meilleure celle-là. C'était pas la pire non plus. Non, mais je fais du volume. Ouais. Tu fais le S Monaco de débat. Bon, en tout cas, c'est Monaco qui revient aux affaires. Et on a avec l'entrée notamment de Baldé,
qui remplace Gemerson. On a un élément offensif supplémentaire qui va très rapidement se révéler payant, Rome, comme tu l'aimes, Monsieur Stat. Ouais, mais de toute façon, j'aime bien ce joueur et j'ai beaucoup aimé aussi sa joie sur le but, enfin sur les 2 buts, du coup. Je trouve que il a plutôt un bon état d'esprit, je pense, malgré ce qu'on pouvait en penser de ce joueur-là. Mais oui, bah il marque ce but. Après, bon, c'est une énorme connerie du gardien de but qui fait une sortie improbable à 35 mètres de ses buts. Malheureusement, le ballon lui retombe sur le bras. L'arbitre ne le voit pas, mais encore une fois, si l'arbitre est placé différemment et qu'il voit dès le début la main, il siffle. Donc à partir de là, il y a le VAR. Ça fait chier parce qu'encore une fois, c'est une décision qui va contre nous, mais la décision est bonne. Le but doit être invalidé. Le but est invalidé. Après, qu'on se soit fait enfler nous 2-3 fois sur d'autres mains, c'est une raison. Enfin, c'est une chose, mais c'est pas une raison justement pour nous-mêmes enfler les autres, quoi. Donc, il n'y a pas but. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, il restait un peu moins de 10 minutes et très clairement, ça faisait énormément de bien. Oui, mais tu te dis en plus que là, c'est fini. Enfin, on a raté le coche. Hein. On a l'impression qu'on derrière, c'est mort, quoi. Bah oui, a priori, tu te dis que ça va être compliqué, qu'on va peut-être réussir encore à se procurer une ou deux occasions, parce qu'encore une fois, on commençait à aller de nouveau mieux, parce qu'on avait eu quand même une période un petit peu délicate, et là de nouveau on commençait à redominer, et voilà, avec Ben Yedder, avec Slimani, avec Baldé en plus, à tout moment, il peut y avoir un but. Il y a Bochilla qui rentre, tu te dis bah pourquoi pas un petit coup franc. Bah ça fait plus de 2 ans qu'on l'attend maintenant, ce coup franc, mais bon. Mais il va peut-être finir par réarriver un jour. Mais c'est la seule chose qu'on attend de ce joueur, c'est un peu triste. Oui, bah ou tirer des corners, quoi, parce que ça aussi. Je me demande si un jour on le fera rentrer juste pour tirer un coup franc, genre coup franc 90e. Parce que ça aussi, ouais, faut en parler, hein, mais il faut l'obtenir le coup franc, quoi. Nos coups de pied arrêtés, c'est assez catastrophique. Hein. On a pendant très longtemps raillé Moutinho plus ou moins à juste titre. Mais les tireurs qu'on a maintenant, c'est pas non plus, même Golovin, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire limite tirer Slimani, quoi, sur les corners? Après, c'est dommage de s'en priver dans la surface. Pourtant, on a un coach qui est expert des coups de pied arrêtés, quand même, qui a fait une thèse là-dessus. C'était un sujet de mémoire ou c'était une thèse? Je sais pas. À une époque, on marquait l'année du titre, on marquait énormément de buts sur coups de pied arrêtés. Mais il y avait peut-être plus de qualité dans les tirs. Il y avait Bernardo, il y avait Neymar. Voilà. Hein. Ouais, pied gauche, c'est sûr. Parce que bon, Fabregas, c'est quand même censé savoir tirer des corners. Ouais. Après, il y a quand même quelque chose qu'on a vu dans le retour de monégasque de ce match, c'est quand même aussi des latéraux un peu plus présents, quoi. Alors, pas forcément dans ce système du 3-5-2, mais juste avec le changement de dispositif, avec la sortie d'Aguilar qui a été assez transparent, remplacé par Henriks. Peut-être Gildias un peu plus bas à gauche, mais voilà, des latéraux qui se sont un petit peu manifestés au moment où on en avait besoin et qui justement sur des courtes périodes ont réussi aussi à faire des différences, apporter un peu de surnombre et permettre à l'ASM d'être un peu plus dangereux. Ouais, moi j'ai pas forcément plus vu les latéraux, hormis les 2-3 montées de Gildias. Par contre, c'est vrai que ce changement de système, je l'appelais un peu de mes voeux, parce que les latéraux n'étant pas bons sur ce match-là, je voyais pas comment ça pouvait tourner. J'avais envie du coup qu'on essaye peut-être de mettre des joueurs plus hauts, faire rentrer Keita Baldé sur un côté, éventuellement en mettre un des deux en pur ailier et passer à une défense à 4. C'est pas forcément ce qui est arrivé, mais voilà, au moins mettre des joueurs sur les côtés, des joueurs plus mobiles, plus dynamiques. Donc voilà, en plus c'est pas tellement là-dessus qu'au final Baldé a fait la différence, mais je pense que c'est ce dont on avait besoin à ce moment-là. Le problème c'est que Jardim a beaucoup de mal maintenant à renoncer, et on peut le comprendre, à sa doublette d'attaquant, quoi. Donc repasser à un 4-3-3, c'est pas forcément d'actualité, même si c'est un petit peu ce qui est arrivé, parce que Ben Yedder était à moitié côté droit à la fin. Mais voilà, bon, la solution n'est pas évidente à trouver. On n'a pas forcément les joueurs pour le 4-4-2 non plus, donc. Ouais. En tout cas, Monaco à la fin va réussir à s'imposer, décrocher la victoire.
Donc c'est grâce à une nouvelle fois Boris à un but du sniper Ben Yedder. Ouais, ce diable de Wissam Ben Yedder avec, je crois que c'est un centre de Bakayoko dans la surface et une belle petite déviation de Keita Baldé et Ben Yedder en pivot du gauche qui fusille le gardien. Et là pareil, je crois que c'est encore plus beau comme finition que le premier. C'est vraiment un geste de classe en se retournant comme ça. Donc il nous enlève une belle épine du pied parce que un match nul aurait pas arrangé grand chose, quoi. Ça aurait été bien de pas perdre, mais en soi on avançait pas beaucoup, on faisait du surplace. Donc voilà, là il nous rapporte 2 points de plus qui font du bien. Il met un doublé et voilà, c'est vraiment un très beau but et ça récompense aussi son bon match, son bon début de saison tout simplement. Alors il faut le rappeler, mais lui à titre personnel avait quand même été assez fantomatique lundi avec l'équipe de France. Il a, je pense, perdu quelques points. Voilà. En tout cas, c'est son premier doublé avec l'ASM. Est-ce que c'est votre top ce soir? Il n'avait pas fait un doublé contre l'OM? Pour moi, c'est pas son premier doublé. Oui, pardon, oui, exact, 17e, 27e. Fake news. Pardon, oui, excusez-moi, l'AFP mais sur 2 lignes différentes, donc c'est vrai. Ah oui, mais c'est la faute de l'AFP. C'est la faute des autres. Exactement, évidemment. C'est la base. Oui, évidemment. Mon mentor, c'est Rudy Garcia. Je n'ai même ma faute. Si on compte pas le doublé contre l'OM, c'est son premier, Voilà, c'est ça. S'il avait pas mis son premier doublé contre l'OM, ça aurait été le premier ce soir. Et si on compte pas tous les buts qu'on prend sur des grosses erreurs, on n'a pas loin d'avoir la meilleure défense. Ça peut marcher aussi. Mais mais évidemment que c'est l'homme du match. Enfin, il marque 2 buts, il marque le but décisif. En plus, il rate pas grand-chose en plus. C'est-à-dire qu'il marque 2 buts sur quasiment ses 2 seules vraies grosses situations. Donc oui, c'est l'homme du match. En plus, il est intéressant dans le jeu, il apporte beaucoup. Après, globalement, les joueurs offensifs sont plutôt à mettre dans le top et les joueurs défensifs dans le flop, de toute façon. Je sais pas vous, mais moi, je nous trouve extrêmement chanceux d'avoir ce joueur-là dans notre effectif. J'ai l'impression, vu notre classement, vu là d'où on vient depuis la saison dernière, etc., que c'est presque un peu une anomalie, encore une fois, un peu comme à l'époque Falcao, d'avoir ce joueur chez nous, quoi. Vu ce qu'il est en train de démontrer, vu la qualité et la classe dont il fait preuve. Je trouve presque un peu, voilà, c'est presque une anomalie, on va dire, pour moi de le voir chez nous. Mais en tout cas, qu'elle régale, quoi. Voilà. C'est une anomalie par rapport à la direction sportive qu'on prend depuis un certain temps. Après, donc on a quand même encore un peu de prestige et de moyens aussi qui permettent de faire ces affaires-là. Et puis peut-être. Et surtout, par exemple, aussi quand on voit. C'est comme ça aussi qu'il a voulu assurer peut-être sa place en équipe de France. On sait que Monaco est un club surveillé par le sélectionneur. En dehors de ça, oui, il a rien à foutre chez nous, clairement. Ouais, parce qu'en plus, surtout quand on voit aussi encore une fois, un stade qui n'est pas bien rempli, on bâche de plus en plus les tribunes, tous les gens de seconde qui sont amenés invités obligatoirement, donc même pas invités, quoi, ils sont obligés d'être repositionnés en tribune première pour que la télé ça puisse un petit peu faire un petit peu plus fourni. Voilà, mais malgré tout, l'effet de vide se fait encore ressentir. Et c'est vrai que soutien aux gens surclassés. Ouais. Je propose de lancer un mouvement. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est encore le décalage, on va dire, est encore plus grand, est amplifié avec ça, ces images-là. Donc voilà, tant mieux pour nous, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu bizarre. Bon, comme tu l'as dit, Boris, c'est vrai que c'est un choix aussi un petit peu opportuniste pour lui, à être capable de briller dans une ligue qu'il connaît, un championnat qu'il connaît, qu'il sait qu'il peut briller dedans, et voilà, il l'a déjà fait par le passé, donc c'est un choix opportuniste, mais c'est bien vu aussi de sa part si le pari réussit en vue de la prochaine compétition pour les Bleus, quoi. Après, je suis toujours surpris pour aller gratter une place de grosso modo 22-23e à l'Euro où il y aura peut-être quelques minutes à jouer, c'est beaucoup de sacrifices, parce que c'est comme ça que je vois devenir jouer à Monaco aujourd'hui. Après c'est pas non plus une ville désagréable à habiter et tout, mais au niveau football c'est quand même par rapport à ce qu'il devait avoir en Liga à Séville et puis ce qu'il aurait
peut-être pu avoir par ailleurs. Après, je pense que c'est un joueur à qui il manque sûrement un petit quelque chose pour aller vraiment au top niveau européen. Donc, il n'avait pas l'air d'avoir non plus plus que ça d'autres sollicitations, quoi. Donc, ouais. Est-ce que vous avez un flop? Moi, j'ai déjà mis les latéraux en avant. J'ai même pas pu... Enfin, si, ça me déçoit plus de la part d'Aguilar quand même. Donc c'est lui que je vais mettre en avant parce qu'on est censé avoir recruté un des meilleurs latéraux du championnat. On le met en plus dans le système. On avait des doutes sur Aguilar défense à 4. Là, on le met dans la défense à 5 et il est pas bon, quoi. Il fait rien de bien dans ce match. Il a fait des matchs à peu près corrects sur le début de saison, enfin depuis le début de saison, mais jamais non plus très bon. Il en a fait des mauvais. Et ce soir, voilà, c'est vraiment dans les mauvais matchs. Déjà, c'est mauvais aussi, mais ça m'étonne moins et j'attends rien de sa part. Et, voilà, c'est vraiment un problème qu'on en soit encore à faire jouer ce mec-là. Mais ouais, grosse déception sur Aguilar. Parce que Glick fait un début de match un peu cata et puis ça se voit vraiment, c'est ça qui est terrible, c'est visuel avec lui, mais bon, la deuxième mi-temps est... Ouais. Ouais, Glick est un candidat aussi, hein, parce que ce qu'il fait sur le but, il a 2 mètres d'avance et il se retrouve avec 3 de retard. Alors qu'il a perdu 3 kilos, c'est quand même voilà, c'est un peu dommage quand même. C'est tous ces sacrifices pour tu connais Boris pour ça. Mais bon voilà, mais c'est vrai que la défense en plus de Jardim en conférence de presse sur Glick, elle était un peu plus c'est gros plus ça passe, hein, comme on dit. Il a perdu 3 kilos, il se donne à fond. Ok, bon, mais ça se voit pas beaucoup vraiment sur le terrain. Dans les duels, il est de plus en plus mis en difficulté. Je veux dire, il se fait prendre de la tête par Adrien Hunou. Enfin, bon, voilà quoi. C'est pas. Non, il recule souvent beaucoup trop. Évidemment, on ne parle plus de ses relances, hein, parce qu'on sait. On sait tous que Glick ne joue pas au football avec le ballon. Donc voilà, il est aussi un bon candidat. Maintenant, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'Aguilar, je suis vraiment assez déçu de sa rencontre. Surtout que j'espérais qu'il puisse passer un gap, en tout cas un step plutôt, pardon. Un cap. Voilà. En passant de Montpellier à Monaco, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas non plus. Et vraie déception sur cette rencontre ce soir. Rome, toi, au niveau de ces deux joueurs-là, pour l'instant, le seul gap qui peut passer, c'est pour s'acheter un jean. Rome, du coup, il fait du volume, il fait du volume. Ouais. Je te mute, Boris, attention. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est les deux moins en vue, les deux plus inquiétants ce soir, parce que comme on l'a dit, Diaz a quand même eu aussi quelques périodes un peu mieux, donc ça lui a permis un petit peu de se rattraper. Pour Aguilar, il n'y a pas grand-chose de positif, donc oui, je vous rejoins sur ça. Globalement, ça a été les 3 plus mauvais éléments ce soir. T'as Adrien Silva, c'est pas bon aussi quand même. Oui, c'est moyen aussi. En première mi-temps. C'est un peu moins mauvais, on va dire. Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des milieux de terrain, y compris de Bakayoko, messieurs. Alors, bon, Adrien Silva, voilà, un match mi-figue, mi-raisin. Le match de Bakayoko, c'est un peu mieux, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus très brillant. Hein. Il lance bien, il a un bon ballon dans la surface pour le 3e but. Mais voilà, c'est pas non plus. J'ai l'impression, il impose physiquement plus sa loi, je pense, par rapport aussi même à son premier passage à Monaco. On le sent un peu plus mature quand même dans son jeu, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, il a clairement pas fait sa meilleure rencontre depuis qu'il est arrivé, mais ça reste un bon match, quoi. C'est un match sérieux, il est quand même ultra important au milieu de terrain. Il perd toujours quelques ballons, mais moins que, comme tu le dis, peut-être ses débuts à Monaco. Non, il est indiscutable pour le coup. S'il venait à être suspendu ou à se blesser, ça serait vraiment très 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 problématique. Même si aujourd'hui c'est pas son meilleur match, ça reste un match très solide. Si c'est son niveau plancher, voilà. C'est pas si mal pour la saison. Oui, c'est même très bien. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression, voilà, c'est un joueur qui. Oui, mais tu l'aimes pas, de toute façon.
Non, je veux dire, c'est pas un joueur qui a pas forcément les qualités pour aller s'imposer plus haut. Bah d'ailleurs, on l'a vu, il s'est pas imposé ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, s'il continue de jouer en Ligue 1, etc., qui progressera et qui deviendra un vrai taulier en Ligue 1, quoi, avec le temps. Maintenant, c'est vrai que ces jeunes joueurs, maintenant, comme la Ligue 1 n'est plus qu'une zone de passage, voilà, forcément, ils n'y restent pas. Mais c'est vrai que voilà, ça pourrait faire dans une époque un peu moins de football, un peu moins comme elle est actuellement avec tous ces transferts. Tu vas pas nous faire le débat sur Larry Bosman non, de l'émission des années 90. Non, mais voilà, ça pourrait être un vrai joueur, un vrai taulier du championnat de Ligue 1, voilà, etc. Et il c'en est déjà un. Mais il pourrait se bonifier encore plus avec le temps en restant dans ce championnat. Maintenant, l'idée, c'est jamais de rester en Ligue 1 très longtemps. Honnêtement, dans ce registre-là, à l'exception des milieux de terrain du PSG, il n'a pas d'équivalent en Ligue 1. Luis Gustavo et Ndembélé étant partis, il n'a pas d'équivalent dans le championnat. Et ne me parlez pas de Thiago Mendes, s'il vous plaît. En tout cas, ou de Lucas Touzard, le crack. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un joueur qui s'imposera à Chelsea pour dire, mais. Il s'est pas imposé, il a quand même fait 45 rencontres, quoi. Moi, ça me fait marrer, ça aussi. Enfin, je veux dire, oui, mais bon, voilà. Mais Falcao s'est pas imposé non plus à Chelsea. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu t'imposes pas à un endroit que tu peux. En plus, Chelsea, quand on voit où ils en sont, bon, voilà, quoi. Ils ont pas. Non, moi, je pense qu'il peut aller plus haut. Malgré tout, il a été quasiment au plus haut. Il est demi-finaliste de Ligue des Champions, il a été international français. Ça veut dire quoi après aller plus haut? Si aller plus haut, c'est jouer au Real ou au Barça, oui, là, ça sera peut-être un petit peu court. Mais les clubs. Jouer dans un top club européen, quoi. Je veux dire, sans forcément parler du Real ou du Barça, mais être vraiment. C'est si imposé. Non, mais il a touché à l'équipe de France, mais c'est pas un joueur du groupe France, quoi. Il peut le faire. Pour moi, il peut le faire sans aucun problème. On a longtemps dit ça de Matuidi et on voit la carrière qu'il fait. Voilà, mais Matuidi, ça fait. Pas 10 ans, mais il a 10 ans de plus aussi. 6-7 ans qu'il est en équipe de France tout le temps, dans un grand club tout le temps. Mais je parle au même âge, moi. 6 ans d'écart, peut-être. Ou plus. Oui, mais bon, Matuidi, tu vois, c'est un joueur qui est resté justement très longtemps en France. Voilà. En plus. Alors qu'il a joué au PSG, mais il est resté aussi très longtemps en France. Il est devenu un taulier de ce championnat. Voilà. C'est ça aussi. Et maintenant, c'est un taulier à Turin. Oui, mais. Il est parti tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut partir tôt. La France, il faut la quitter le plus tôt possible. Alors que je trouve que justement, en restant plus longtemps en France, un mec comme Bakayoko peut vraiment se bonifier aussi. Et voilà. Enfin, ce serait un retour un peu plus à quelque chose de moins exubérant, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça que le football fonctionne aujourd'hui. Bref, c'est pas le débat. C'était juste la précision que je voulais faire. On n'a pas parlé de Badiachil et Gemerson ce soir. Les deux j'aurais plutôt envie de mettre Badiachil parmi les meilleurs ce soir, même si Gemerson a fait un match sérieux sans être non plus sans faire d'erreur par exemple. Je préfère Gemerson pour le coup. Gemerson a fait 2-3 très bons matchs de. Oui, mais Gemerson a fait des trucs un peu plus qui marquent un peu plus. Il a fait 1 ou 2 retours très intéressants sur des ballons sur des joueurs qui partaient en profondeur. Il les a repris en taclant. Donc c'est des vrais gestes clés, des vrais gestes décisifs. Après, Badiachil fait un bon match. Il a peut-être enfin changé ses crampons parce qu'il s'est pas cassé la gueule ce coup-ci. Donc oui, c'est bien, c'est mieux. Il a du mieux. Bon match de stopper en fait, quoi. Autant Glick dans l'axe de la défense a pas mal galéré, mais eux deux dans un registre plus agressif, plus à sortir sur les porteurs de balles ou rattraper des joueurs en profondeur, ont été plutôt pas mal tous les deux, je suis assez d'accord. Badiachil, forcément toujours un peu aussi dans l'utilisation du ballon, où il a montré un peu plus de prise de responsabilité ce soir, et voilà, il a une palette intéressante. Le truc qui manque pour l'instant dans cette palette, c'est la constance, et c'est peut-être la qualité principale d'un défenseur en fait, quoi. C'est-à-dire que s'il fait ce match une fois sur deux, ça suffit pas. Il faut maintenant qu'il arrive à enchaîner. Et il a 18 ans. Ouais, je sais, mais enfin, pour pas que ça soit un handicap et pour qu'il puisse rester dans l'équipe, peu importe l'âge, quand tu es à ce poste de défense centrale, c'est un poste quand même où là, c'est pas pour rien qu'il y a rarement des jeunes, mais quand tu mets des jeunes, c'est parce qu'ils sont capables d'assurer sur ce plan-là, et lui, il va falloir qu'il assure sur ce plan-là, quoi. Il faut qu'il nous montre, parce que je sais pas, mais
il a déjà fait de mettre de l'agressivité comme ça. Et puis le match d'après, tu as l'impression de revoir le Badiachil un peu léthargique, un peu de tension, le regard dans le vide. Donc voilà, il faut qu'il enchaîne comme ça maintenant et qu'il arrive toujours avec la bonne attitude. On va parler de Fabregas du coup. C'est vrai que j'avais dit dans mes 3 points Fabregas dans un fauteuil. Parce que il a joué, Boris, tu le disais, quand il n'y avait pas trop d'intensité, du coup Fabregas ça va, c'était le cas. Rennes a effectivement été très souple avec nous aujourd'hui. Au niveau pressing, c'était pas tellement ça. Donc il a joué assez tranquillement, ce qui lui a permis quand même de faire un bon match. En tout cas pour moi dans les éléments offensifs du coup ce serait un peu le top 3 le troisième top de l'équipe. Donc voilà, il a fait de belles ouvertures, il est décisif quand même à 2 reprises puisqu'il est impliqué dans la construction des 2 premiers buts. Plusieurs autres aussi ouvertures bien senties qui amènent des situations dangereuses. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié son match aujourd'hui. Donc un peu moins bon que celui face à Nice, mais voilà, par rapport à ce qu'on avait vu après, du coup c'était mieux. Là il a vraiment fait un bon match, donc c'est une bonne chose pour lui. Il a vraiment attiré les ballons Cesc aujourd'hui. Et on va finir avec Slimani. À un moment, il a tiré Cesc Fabregas, mais il n'a pas marqué. Slimani, du coup, qui a fait aussi un gros match Rome ce soir, qui confirme sa très belle forme du début de saison. Ouais. Comme on l'a dit, un but, une passe. Il nous a habitués limite à mieux parce qu'il est monté à 3 ou 4 passes décisives sur la même rencontre, mais ça reste un très bon match, en tout cas dans l'efficacité. Voilà. Après c'est pas son meilleur, on l'a pas vu énormément, mais aussi parce que il y a quand même une bonne entente avec Ben Yedder, mais il y a également une bonne entente avec Golovin et Golovin n'était pas là, donc pas son meilleur match, mais un match à stats, en tout cas, à minima. Il y avait effectivement un triplé de passes face à Brest lors de la 8e journée. Et puis le but du penalty. Ouais. Boris, puisque tu fais partie des Jardim out, même si on est tous un petit peu dans la mouvance, on va dire Jardim fin de cycle, donc il faudra que ça se termine assez rapidement. Faut prendre Silvinho. Ouais. Est-ce que tu es Thierry Henry, Casanova. Est-ce que tu as le seum ce soir de la victoire monégasque ou pas? Est-ce que tu arrives à te réjouir de cette victoire qui donne quand même un peu d'air à Jardim? Alors moi j'ai toujours dressé une ligne claire, je suis Jardim out, par contre j'ai jamais supporté l'adversaire non plus. J'ai jamais trop cru à la politique du pire en soi. Donc j'étais pas pour Rennes ce soir, j'ai été pour aucun adversaire depuis le début de saison. J'ai pas non plus célébré plus que ça la victoire parce que je suis un peu KO en fait cette saison. Je sais pas. Même malgré la victoire, alors tant mieux parce qu'elle nous rapproche du maintien. Au-delà de ça, je sais pas si on avance plus que ça. C'est toujours mieux de travailler dans la sérénité. Enfin, ça va aider l'équipe à s'entraîner, à préparer le prochain match dans un meilleur climat. Au-delà de ça, je suis pas sûr de toujours voir vraiment dans quelle direction on va. Je suis pas sûr d'être très optimiste. Donc voilà, tant mieux. Mais oui, j'étais pas en faveur de Rennes ce soir. Je rassure tout le monde. Ouais. En tout cas, les auditeurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aviez un petit peu supporté le Stade Rennais, vous espériez une petite victoire pour que Jardim parte le plus rapidement possible, en tout cas soit de plus en plus fragilisé pour un changement rapide d'entraîneur. Voilà, soyez honnête dans vos réponses. N'hésitez pas à mettre des Jardim out en commentaire. On ne vous juge pas, bande de petits connards. Non, je déconne. Voilà. Mais écoutez, soyez francs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Tu parlais, Boris, d'un pas vers le maintien. On en est encore loin. Il faut encore prendre 30 points. Monaco a 12 points actuellement. Bon, l'an dernier, on s'est maintenu à combien? Une trentaine de points. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette barre des 42 points. Monaco là grimpe à la 14e place entre Amiens et Toulouse avec 12 points, revient à égalité avec son adversaire du jour, le Stade Rennais, un seul petit point de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille qui doit encore jouer ce soir. En tout cas voilà, Monaco se donne un petit peu d'air, mais pas beaucoup, puisque Nîmes 18e, premier barragiste, est seulement à 2 points.
Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire. La prochaine rencontre, du coup, ce sera face à Nantes. Vendredi. Donc ce sera une rencontre face au Dauphin du Paris Saint-Germain qui réalise un très gros début de saison. Donc un gros match, mine de rien. Mais une équipe qu'on a battue 2 fois l'année dernière. Dans cette saison catastrophique. La seule équipe à n'avoir pas gagné contre Monaco l'an dernier. C'est quand même très fort, quoi. Et qui a toujours perdu contre Monaco. C'est assez rare pour être souligné, mais il en fallait une. Donc, on peut espérer une victoire. Et il y aura surtout les retours de Golovin et de Gelson. Ouais. Voilà, messieurs, donc merci à vous d'avoir participé, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à relayer, à commenter, à mettre des pouces bleus. Et puis on vous dit à bientôt. N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, d'aller écouter le dernier Club Mounegou historique sur l'équipe type des années 90 avec Christophe, l'historien d'ASM Foot. Voilà, salut à tous, à bientôt et Dagé Mounegou. Et bisous.